tu... Merci beaucoup, Grégoire. Mais non, avec plaisir. Première édition des Journées Mayonnaise de la jeunesse. Mayonnaise. Mayonnaise. Vous connaissiez ce département? Mayonnaise, tout à fait. Bien joué. Elle était facile, elle était facile. C'est pas moi, je répète, mais elle était pas mal quand même. Vous l'aviez en tête quand même? Non, pas au début, mais non, bien joué. Alors, vous êtes venu ce soir pour nous partager votre histoire. Exactement. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et puis nous dire ce que vous avez envie? Oui, alors, bonsoir, je m'appelle Grégoire, je vais vous raconter mon histoire. Je vais essayer d'aller rapidement, mais il y a pas mal de choses que j'ai à vous raconter. Vous n'allez peut-être pas voir où je veux en venir, mais à la fin, comme un puzzle, vous allez comprendre un peu tout le schéma. Donc, je m'appelle Grégoire Boissneau, je suis né à Senlis, dans l'Oise. Je suis le dernier de 4 garçons. J'avais trois frères, Ludovic, Sébastien et Nicolas. Et à l'âge de 8 ans, j'ai découvert à la télé un groupe qui s'appelle les Beatles. Et je suis devenu absolument fan, très très fan. Alors j'ai écouté à fond les Beatles. Et j'avais de la chance parce que mon frère Ludovic, qui a 10 ans de plus que moi, presque jour pour jour, on a fêté tous nos anniversaires ensemble. C'était mon idole et il jouait très très bien du piano et il adorait les Beatles. Et donc, dès que je voulais apprendre une chanson, que j'avais envie de jouer une chanson, il me montrait les accords et je le refaisais. Et puis les années passées, j'avais 10, 12 ans, là j'ai commencé à tomber amoureux. Mais j'étais timide, alors timide pour avouer mes sentiments, pas forcément en classe. En classe, les professeurs trouvaient que j'étais pas très timide. Mais j'étais timide pour avouer mes sentiments, donc j'ai commencé à écrire des poèmes. J'ai commencé à écrire des rimes avec, pour les filles qui me plaisaient. J'écrivais des lettres que j'envoyais, mais ces lettres, elles faisaient un peu peur. Alors, finalement, je m'en suis servi pour faire des chansons. D'un côté, j'ai appris le piano, de l'autre côté, j'ai commencé à écrire pour avouer mes sentiments. J'ai commencé à écrire aussi pour expliquer des situations que je ne comprenais pas forcément, des choses comme ça. Et puis est arrivé l'âge de 17 ans, où à 17 ans, j'ai une petite amie. Et cette petite amie... Wouhou! Ouais. Et cette petite amie, un jour, m'a demandé si je voulais découvrir une chanson. Alors moi, je ne vous cache pas que ça faisait 10 ans que je jouais les chansons des Beatles, d'Elton John, de David Bowie, de plein de gens. Et que je pensais qu'elle n'allait pas m'apprendre grand-chose, mais au lieu de lui dire « non », je lui ai dit « oui, vas-y, pourquoi pas ». J'ai quand même été curieux. Et là, elle m'a fait écouter une chanson d'un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Exactement. Une chanson, mais moi, je connaissais les chansons de Jean-Jacques Goldman, mais je connaissais les chansons connues, comme « Quand la musique est bonne »,« Il suffira d'un signe » ou des choses comme ça. Mais je ne connaissais pas la chanson qu'elle m'a fait écouter, qui s'appelait « Confidentiel ». Et donc j'ai écouté cette chanson, et puis j'en ai écouté une autre qui s'appelle « Je ne vous parlerai pas d'elle », puis une autre qui s'appelle « Famille », puis une autre qui s'appelle « Parler de ma vie ». Toutes ces chansons qu'on appelle, nous, dans le langage de chanteurs, des phases B, qui ne sont pas les singles, en fait, qui ne sont pas les chansons que vous entendez à la radio, mais les chansons que vous entendez quand vous écoutez l'album en entier. Et quand j'ai écouté ces chansons, je me suis dit, ce mec-là, moi qui ai envie de faire de la musique, il faut absolument que je le rencontre, parce que ce qu'il écrit, les valeurs qu'il transmet, c'est vers ça que je tends, c'est ce que j'ai envie de faire aussi. J'ai envie, les chansons que j'essaie d'écrire, en fait, et ben lui, il va peut-être les comprendre et il va peut-être m'aider à faire quelque chose. Et donc, à partir de 17 ans, j'ai eu en tête une seule chose, faire de la musique et de rencontrer Jean-Jacques Goldman. Les années ont passé, mes parents m'ont demandé un bac+2. J'avais vite compris, quand j'étais petit, que si je faisais ce que mes parents me demandaient, à côté de ça, ils me permettaient de faire ce que je voulais. Donc, à chaque fois que je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs. Comme ça, après, j'avais le temps de faire de la musique et de faire exactement ce que j'avais envie de faire. Donc, je leur ai toujours donné ce qu'ils me demandaient, qui n'était pas beaucoup. Mais en échange, comme ça, ils me laissaient mon temps libre. Et en fait, ils m'ont demandé un bac+2 sans trop savoir comment. J'ai eu un bac+3. J'ai fait des petits boulots. Et puis est arrivé un jour de décembre 2002. J'avais 23 ans, où j'étais chez ma maman.
Et au milieu de la nuit, j'ai entendu un cri, la voix de ma maman, mon prénom. C'était la voix de ma maman qui criait mon prénom, et c'était le cri des choses qui n'arrivent qu'aux autres, ou qu'on pense qui n'arrivent qu'aux autres. Et mon frère Ludovic venait de mourir dans un accident de voiture. Et à ce moment-là, mon idole, mon héros venait de disparaître. Et j'ai écrit un poème pour l'enterrement. À l'enterrement, j'ai lu ce poème. Et à ce moment-là, les gens avaient entendu que je voulais faire de la musique, ils avaient entendu que je voulais écrire. Mais ils ont entendu pour la première fois un de mes textes. Et à la sortie de la messe, ils sont venus me voir en me disant « C'est quand même pas mal ce que tu as fait. Ce serait bien peut-être que tu essayes de faire de la musique. Ce serait peut-être pas mal que tu te lances pour lui, qui voulait faire de la musique, pour toi. » Et j'ai même une de mes meilleures amies qui m'a dit « Tu sais quoi, sa mort, c'est peut-être ta naissance. » Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis rendu compte que du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter. Que du jour au lendemain, tout ce qu'on avait imaginé s'envolait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, la vie, elle est trop précieuse pour que je passe mon temps à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Donc j'ai décidé, chose que j'avais déjà décidé avant, de faire de la musique, mais là, de ne faire que ça. De toute façon, poursuivre mon rêve, même si je ne le réalise pas, en tout cas aller jusqu'au bout de mon rêve. Donc, comme je connaissais personne dans le milieu de la musique et qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, eh ben, j'ai répondu à une annonce de stage pour entrer dans une maison de disques et essayer de rencontrer des gens. J'ai été pris dans ce stage, j'ai passé 2 ans, j'ai pris plein de numéros de téléphone. Je n'ai pas rencontré Jean-Jacques Goldman, mais j'ai eu plein de numéros de téléphone. Ce stage s'est terminé et là, ma mère m'a appelé et m'a dit « Est-ce que tu ne voudrais pas aller voir comment va ton frère Nicolas ?» Ça fait 2 semaines que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Et donc, je suis allé voir comment allait mon frère Nicolas. Je suis arrivé à son appartement. Et en fait, mon frère Nicolas, il avait décidé de quitter cette vie. Il avait décidé de s'en aller. Mon frère Ludovic était décédé à l'âge de 33 ans. Et mon frère Nicolas a décidé de partir juste avant d'avoir 33 ans. Je pense qu'il ne voulait pas devenir plus vieux que mon frère Ludovic. Et donc là, c'est un deuxième coup dur. Et à ce moment-là, au lieu de me laisser tomber, au lieu de m'abandonner et de m'abattre, j'ai redoublé de force. J'ai pris mes 2 frères dans mon cœur et je me suis dit, là maintenant, il n'y a plus aucune solution autre que celle de réaliser mon rêve, ou en tout cas d'aller jusqu'au bout. Et à partir de là, j'ai appelé un ami que j'avais rencontré en maison de disques, un ingénieur du son. On a enregistré mes chansons. Et on a préparé une semaine. Pendant cette semaine, on avait décidé d'enregistrer 6 chansons. On a enregistré les 6 chansons et on avait fini. Il nous restait encore 1 jour. Et à la fin, ce jour-là, il m'a dit « Tu veux qu'on fasse quoi ? On va pas jouer à la console, on ne va pas rien faire. On a une journée de trop, on n'a qu'à enregistrer une dernière chanson. T'en as ?» Et je lui ai dit « Ben oui, j'en ai plein, des chansons. Mais il y en a une qui tourne en boucle dans ma tête, qui n'a pas vraiment de couplet, qui n'a pas vraiment de refrain. » Il m'a dit « Tu sais quoi, on n'a qu'à l'enregistrer et on verra bien ce que ça donne. » Donc ce jour-là, au lieu de rien faire, on a enregistré une chanson en 3 heures qui s'appelle « Toi plus moi ». Et on est parti avec ce CD, le montrer aux maisons de disques. Je suis arrivé, j'avais 7 rendez-vous en 7 jours dans les maisons de disques. Le 6e rendez-vous, c'était au fond d'une rue du 17e arrondissement. J'avais rendez-vous avec un certain Anthony. Quand je suis arrivé, il m'a dit « Ah bah tiens, je t'avais complètement oublié, toi. » Et il m'a dit « Mais mon copain Sévan, lui, il va te recevoir. » Mon copain Sévan, lui, son copain Sévan, il avait juste aucune envie de me recevoir. Et il m'a dit « Laisse-moi ton CD, je l'écoute et je te rappellerai lundi. » Et moi, je lui ai dit « Non, je travaillais en maison de disques, donc non, je veux qu'on écoute mon CD maintenant. » Et il m'a dit « On va aller dans le bureau d'à côté. Et si la personne n'est pas là, on pourra l'écouter, comme il y a une platine CD. » Et par coup de bol, et aussi parce qu'on était en maison de disques un vendredi après-midi, le bureau d'à côté était libre et on a écouté mon CD. Il a écouté donc « Toi plus moi », une autre chanson qui s'appelle « Rue des Étoiles ». Et il m'a dit, il faut absolument que je te signe. J'adore ce que tu fais. On va lancer un site avec mes associés. Le site, on va demander aux gens de miser de l'argent sur les artistes.
Et quand l'artiste a atteint 70 000 euros, on s'en sert pour faire l'album et le premier clip. On sort un album, et s'il a du succès, les gens se remboursent et même vont gagner de l'argent. Et il me dit, mais reviens demain, c'est mon associé Michael qui va t'expliquer tout ça et qui va te montrer une vidéo de son papa, une vidéo très très marrante qui va nous permettre de promouvoir le site et de devenir viral sur les réseaux. Et donc je suis revenu le lendemain, et là je me suis rendu compte que le fameux Michael, c'était Michael Goldman, et que la vidéo de son papa, c'était Jean-Jacques Goldman, qui était dans une vidéo très drôle, qu'on peut voir encore sur Dailymotion aujourd'hui, je crois, où il passe pour un idiot, et on dit à la fin de la vidéo, devenez vous-même producteur, parce qu'en fait, c'est le producteur qui passe pour un idiot. Et donc là, moi, je me dis, c'est quand même peut-être un signe du destin, en fait, qu'il y ait du Goldman autour de ça. En tout cas, le fait qu'il y ait Jean-Jacques Goldman et son fils dans cette histoire, je me suis dit, je ne sais pas où ça va me mener, mais en tout cas, c'est des gens qui ont quand même les pieds sur terre, et donc, autant tenter avec eux l'aventure. Et j'ai enregistré ma maquette en octobre 2007. Le site s'est lancé en décembre 2007. J'ai réuni les 70 000 euros le 15 février 2008. Mon album est sorti le 22 septembre 2008. Et le 29 septembre 2008, j'étais numéro 2 des ventes derrière Julien Clerc, disque d'or. En janvier 2009, j'ai fait la première partie de Johnny au Stade de France pendant 3 soirs de suite. Et à la fin de l'année 2009, j'étais numéro 1 des ventes devant Rihanna en France. J'ai vendu plus d'1,5 million d'albums avec cet album. Tout ça en moins de 2 ans, mais avec un rêve que je tenais depuis 15 ans. Et à la fin de l'année 2009, on m'a appelé pour intégrer Les Enfoirés. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. C'est que en septembre 2008, Jean-Jacques Goldman a appelé son fils Michael pour lui dire, tu sais, il faudra que tu dises à Grégoire que sa chanson « Toi plus moi », elle est extraordinaire et que j'ai décidé de la prendre pour faire l'ouverture des Enfoirés. Et donc, en janvier 2009, les Enfoirés ouvraient leur spectacle avec « Toi plus moi », sans moi sur la scène, mais avec des gens comme Francis Cabrel, comme Jean-Louis Aubert, comme Raphaël et comme plein d'autres qui chantaient ma chanson « Toi plus moi ». Et donc, j'ai intégré les Enfoirés l'année d'après, en 2010. Et là, je suis arrivé et j'ai rencontré Jean-Jacques Goldman qui m'a dit, en me croisant pour la première fois, on est vraiment très très content que tu sois là. Moi aussi, j'étais content d'être là. Et cette année-là, on a chanté une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Ta main, que j'avais écrite pour mes frères. Et il y avait une scène, en fait, le plateau, Les Enfoirés, c'est des tableaux, et on chantait cette chanson en hommage à Coluche. Et on chantait donc ma chanson Ta main, que j'ai écrite pour mes frères, en hommage à Coluche. Et à la fin du tableau, tous les enfoirés devaient se mettre à l'avant de la scène, au hasard, et lever la main de l'enfoiré à côté de qui il se trouvait. Et ce jour-là, moi, j'étais l'un des premiers au bord de la scène, et l'enfoiré qui arrivait à ma gauche pour lever ma main, quand je chantais ma chanson que j'ai écrite pour mes frères, et qu'on chantait en hommage à Coluche, c'était Jean-Jacques Goldman. Et juste après, en fait, l'année qui a suivi, j'ai dit à son fils, je crois que je vais demander à ton père, qui est à la retraite depuis 10 ans maintenant, s'il ne veut pas chanter un duo avec moi, parce que c'est mon rêve depuis 20 ans. Et il m'a dit, tu peux toujours lui demander, mais il va te dire non. Il n'a plus envie de chanter. Et je lui ai dit, je préfère avoir un nom que de ne pas savoir. Et j'ai envoyé un mail à Jean-Jacques Goldman, dont le titre était Idée folle, lui disant, tu sais, moi j'ai qu'un rêve dans cette vie, c'est que tu chantes une chanson avec moi sur mon prochain album. Et il m'a répondu, quelques jours après, il m'a dit, c'est OK, détends-toi. Et là-dessus, je lui ai dit, comment tu veux qu'on procède ? Est-ce que tu veux que j'écrive, que tu écrives, que tu composes, que tu fais tout et je fais rien, qu'est-ce qu'on fait ? Et il me dit, non, vas-y, tu sais quoi, envoie-moi une chanson, je te fais confiance. Et cette chanson, elle s'appelle La Promesse, et elle est sur mon 2e album. Après, les années ont passé, j'ai sorti un 3e album. Et puis, à ce moment-là, un jour, ma mère m'appelle et me dit, tu sais, est-ce que tu as répondu pour aller au mariage du père de ton copain ? Et je lui dis, non.
Non, j'ai pas répondu. Alors là, je me suis fait engueuler parce qu'elle m'a dit la moindre des choses, c'est quand même de répondre. C'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Et c'est vrai, elle avait raison. J'aurais dû répondre. Et je lui dis, mais là, tu sais quoi, en plus, je suis en train de faire autre chose. Je suis en train de préparer ma valise pour aller à Toulouse. Et elle me dit, c'est quand même nettement idiot puisque le mariage, il est à 1 heure de Toulouse. Donc je lui ai dit, ok, je vais y aller à ce mariage. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire à ce mariage? Parce que dans les mariages, j'ai une légende qui veut qu'on rencontre la femme de sa vie. Moi, je n'avais jamais rencontré la femme de ma vie dans un mariage. J'étais même allé à des mariages où je n'étais pas invité. Je n'ai jamais rencontré la femme de ma vie. Et là, je suis arrivé à ce mariage et j'ai rencontré la femme de ma vie. On s'est rencontrés le 1er octobre et je l'ai demandé en mariage le 24 octobre. Donc le 24 octobre 2011, on s'est marié le 25 août 2012, notre fils Paul est né le 19 novembre 2012 et ma fille Léopoldine est née le 17 septembre 2014. Et ça fait aujourd'hui 13 ans qu'on est ensemble et on ne s'est jamais engueulé une seule fois. Et à partir de là, j'ai commencé à faire naturellement un projet, notamment un projet où j'ai écrit des poésies pour les enfants du primaire avec l'Éducation nationale. Projet qui me permettait de rester à la maison parce que moi, pendant 3 ans, j'avais vendu presque 3 millions d'albums. J'avais fait 700 dates de tournée. Et mon fils avait 3 ans, ma fille avait 1 an. Et j'ai commencé à faire des projets, déjà ce projet de poésie. Et puis ensuite, on m'a appelé, on m'a dit « Est-ce que tu veux mettre en musique les poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux ?» Et j'ai dit non. J'ai toujours tendance à dire non tout de suite. Et puis après, je réfléchis. Et ma femme sait que je suis curieux. Alors elle m'a dit en tout cas, on avait l'idée d'un premier poème à mettre en musique qui s'appelle « Vivre d'amour », si tu veux savoir. Je fais oui, mais je m'en fiche parce que je ne vais pas le faire. Et puis elle est sortie de la pièce et puis j'ai lu « Vivre d'amour ». Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Il m'a fallu que ces mots-là pour me dire il y a peut-être quelque chose à faire avec ce texte d'une fille qui est décédée à l'âge de 24 ans et qui a écrit un livre, Histoire d'une âme, qui a écrit des poèmes avec une qualité d'écriture aussi bien dans la forme que dans le fond, que peu de gens réussissent à atteindre, même tout au long de leur vie. Et j'étais assez fasciné par cette fille qui racontait des choses très belles, sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, sans dire il faut croire ou il ne faut pas croire. L'important, c'est de trouver, vous, votre voie, et qu'avec cette voie, vous profitiez des choses simples de la vie et que vous fassiez le bien autour de vous. Et donc, je me suis dit, quoi qu'on en pense, je vais mettre en musique ces poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux, et Natacha Saint-Pierre les a chantés. Et c'est même TF1 qui les a produits. Et on a été plus que disque de platine, on a vendu presque 200 000 exemplaires de cet album. Et puis ensuite, les années ont continué. Et moi, j'ai fait d'autres choses. Et puis, j'ai fait de la musique, notamment sur les réseaux. J'ai commencé à faire pas mal de choses sur YouTube, etc. Parce qu'en fait, j'emmenais mes enfants à l'école. Et je me suis rendu compte que les enfants, ça passe de 1 an à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, très très vite. En 2 semaines presque. Ça va trop vite, un enfant. Et avant qu'il devienne ingrat quand il est adolescent, j'avais envie de... Je dis ça parce que j'ai été ingrat en étant adolescent. On ne se rend compte du sacrifice de ses parents que le jour où on devient parent, je pense, malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous. On se rend compte à quel point ils font tout, même plus qu'ils n'auraient pensé faire. Mais tout ça pour dire que donc, je fais des choses sur YouTube, et puis là, on vient me voir et on me dit « Est-ce que tu veux mettre en musique la vie de Bernadette Soubirous ?» Puisqu'on dit Soubirous. J'ai appris ça en le faisant. Et donc, et là, j'ai dit non, pas 2 fois. Et puis, comme je suis curieux, j'ai quand même lu la vie de Bernadette. Et ce que j'ai trouvé pas mal, même très bien, c'est que Bernadette, elle avait sa vérité, et qu'elle ait vue ou qu'elle n'ait pas vue, puisque dans le spectacle qu'on a fait, qui s'appelle donc Bernadette de Lourdes, on ne dit pas qu'elle a vu, on ne dit pas qu'elle n'a pas vu. On s'en tient aux interrogatoires de l'époque. Mais en tout cas, elle s'est battue pour sa vérité, et tout ce qui en a découlé,
c'est ce qui se passe à Lourdes aujourd'hui, c'est-à-dire des millions de personnes qui viennent tous les ans avec énormément d'espoir, des gens qui guérissent de manière inexpliquée, des miracles parfois qui apparaissent. Et en tout cas, dans cette ville, une solidarité absolument extraordinaire avec des jeunes qui ne savaient pas pourquoi ils débarquaient à un mois de juillet et qui, pendant tout le mois, ont aidé des personnes âgées, handicapées, et qui les ont accompagnés dans leur vie, dans leur vie de tous les jours, et qui sont revenus fiers d'eux, qui sont revenus un peu plus grandis. Et tout ce qui se passe là-bas, les conséquences sont tellement positives dans cette ville de Lourdes, parce que je connais beaucoup de gens qui sont athées, qui vraiment ont un problème avec ça, et qui refusent parfois d'aller à Lourdes. Tous ceux qui ont fait le pas quand même de se dire « Tiens, je vais aller voir ce qui se passe », ils sont tous revenus en se disant « Effectivement, cette ville est incroyable ». Et donc, les conséquences du discours de Bernadette, c'est ce qui m'a touché. Je me suis dit « Tiens, il faut mettre en lumière cette histoire de cette fille de 14 ans, parce qu'elle n'a que 14 ans, qui a décidé de combattre la police, le clergé, la rumeur, sa famille, qui lui disait de se taire. Et donc, on a mis en musique cette sainte. Et là, il y a 2 ans, j'ai mon tourneur, donc la personne qui organise mes concerts, qui m'a dit est-ce que tout ce que tu fais sur YouTube, ça marche vraiment pas mal. Il faudrait peut-être que tu voudrais pas faire un concert. Ça fait 8 ans que tu n'en as pas fait. Et comme mes enfants avaient 11 et 9 ans, enfin, ils ont toujours d'ailleurs 11 et 9 ans, je me suis dit, effectivement, ils en ont un peu marre de me voir à la maison. Et donc, et puis ils avaient surtout envie de me voir sur scène, parce qu'ils sont quand même plus jeunes que toi, plus moi, donc ils m'ont jamais vu chanter cette chanson. Et je lui ai dit, ok, je veux bien faire un concert, mais j'ai pas envie de faire un concert comme tout le monde. J'ai envie de parler entre chaque chanson, j'ai envie d'expliquer, j'ai envie de raconter ma vie, j'ai envie de témoigner pour faire comprendre aux gens que moi, j'étais un petit garçon de 10 ans qui voulait faire de la musique, qui voulait rencontrer Jean-Jacques Goldman, et qui, malgré des épreuves très compliquées, des épreuves très dures, j'ai jamais perdu de vue mon rêve, et je m'en suis servi d'ailleurs de ces épreuves pour en faire une force, et pour rencontrer Jean-Jacques Goldman, réaliser mon rêve. Et c'est pour ça que j'ai fait ce concert qui s'appelle Vivre. J'ai fait un album qui vient de sortir qui s'appelle Vivre, parce que j'ai envie de témoigner de ça, du fait que la vie est belle. La vie, c'est une série de situations, et tout dépend simplement de la réponse qu'on donne à ces situations. Merci. Merci Grégoire pour ce partage. Alors on va, si vous le voulez bien, reparcourir un petit peu votre vie. Ouais. Et puis approfondir quelque chose. En fait, votre goût pour la musique, il est finalement arrivé très tôt dans votre vie avec votre frère. Est-ce que la disparition de vos 2 frères, on le voit, on entend quand vous racontez votre vie que ça a été aussi le point de départ pour vous à oser vous lancer dans la musique, mais est-ce que finalement vous n'avez pas eu une période où c'était difficile d'oser et c'était surtout de l'incompréhension face à ce que la vie vous demandait de vivre? Et est-ce que vous n'avez pas eu une période où vraiment vous étiez fâché contre la vie, contre Dieu, contre tout ce que vous deviez vivre et que vous n'aviez pas choisi? Non, parce que je suis parti d'un principe très simple qui est qu'il y a des éléments dans la vie qui sont incontrôlables. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des situations qu'on ne peut pas changer. Et la mort de quelqu'un, on a beau faire ce qu'on veut. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui est ressuscitée. Et ce n'est pas mes frères. Donc, c'était complètement impossible de changer ça, donc il fallait l'accepter. Alors, ce n'était pas forcément évident. En tout cas, moi, je pars du principe qu'il fallait que j'avance avec ça et qu'il y avait 2 solutions. La première, c'était de s'effondrer, de se laisser aller. Et la deuxième, qui était un peu plus compliquée, mais qui était plus intéressante quand même, c'était de transformer ça en quelque chose de positif, ou en tout cas d'essayer de leur donner à eux une certaine fierté. Parce que je pense que les gens qui nous quittent, tous les gens qui nous quittent, s'ils sont quelque part et qu'ils nous voient,
Je ne pense pas qu'à un moment, ils ont envie de nous voir en train de pleurer, en train de nous lamenter. Ils n'ont pas envie d'être la cause de notre malheur. Ils ont juste qu'une seule envie, c'est qu'on soit heureux, qu'on aille au bout de nos rêves et de nous aider d'une certaine manière. Donc très vite, je me suis dit, il va falloir que j'avance, qu'il va falloir que je prouve aux autres qu'il faut y aller. Et en fait, mes amis, ils étaient très touchés par ce qui m'arrivait. Et donc ils écoutaient d'autant plus que je leur racontais. Donc quand je leur disais, il faut y aller, ils avaient tendance à m'aider, en fait. Une histoire comme ça, elle peut vous aider aussi à emmener les gens avec vous. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'y aller et qui se disent, mais quand même, lui, il a vécu ça, je vais lui donner un coup de main. Donc, c'est marrant parce que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que quand vous avez une histoire comme ça, si vous avez envie de vous laisser aller, alors je ne parle pas à votre âge, mais par exemple, à mon âge, moi j'avais 22 ans, si j'avais eu envie de devenir alcoolique, entre guillemets, et noyer mon chagrin et ma douleur dans l'alcool, il n'y a aucun de mes amis qui m'aurait dit arrête. Ils m'auraient tous dit je comprends. Ils n'auraient pas su m'aider. Mais en même temps, donc, parfois, ils peuvent nous laisser et être touchés par notre histoire dans le mauvais sens du terme, mais aussi dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai dit moi je vais aller jusqu'au bout, ils m'ont dit ouais t'as raison, vas-y à fond et on va t'aider. Et donc non, je suis resté dans cette optique-là toujours de me dire la vie elle est ultra urgente et elle peut s'arrêter du jour au lendemain. On s'en est rendu compte avec le Covid, hein, du jour au lendemain vous êtes enfermé chez vous. Et ça se passe comme ça. Il y a plein de gens qui ont heureusement eu pas d'autres malheurs entre guillemets que cette période Covid. Mais les gens qui ont des bosses dans la vie, souvent, ils se rendent compte de ça, que la vie est urgente et qu'il faut tout de suite faire les choses. Moi, il y a quelque chose qui me marque quand même dans votre histoire, c'est qu'on sent que vous voulez y aller, que vous faites preuve d'audace, y compris par exemple quand vous demandez à Jean-Jacques Goldman de faire un duo avec vous. Il y a aussi l'audace de proposer dans une société où la religion a quand même pas trop la cote, de dire moi je vais mettre des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux en chanson, moi je vais participer à la comédie musicale sur une sainte. Qu'est-ce qui au fond de vous motive pour faire ça ? Ce qui motive, en fait, c'est de remettre l'église au milieu du village, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, et c'est ça tout le temps, par exemple, dans les journaux télévisés, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. On parle toujours d'un policier qui fait une bavure, mais on ne parle jamais de tous les autres policiers qui ne font pas de bavure et qui font les choses comme il faut et qui sont la majorité. Et donc, la religion, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend sur la religion, c'est souvent quelque chose de négatif, c'est souvent des choses extrêmes à la télé. Et donc, moi, je me suis dit, ce serait bien aussi de parler des choses bien, en fait. Parce qu'au final, Thérèse, elle a quand même inspiré Mère Teresa. Mère Teresa s'appelle Thérèse grâce à elle. Et ce qu'a fait Mère Teresa, c'est absolument exceptionnel. Et les gens de toute religion le confirment. On peut même aller, il y a Sœur Emmanuel aussi, il y a l'abbé Pierre, et puis il y a même des gens qui ne sont pas dans la religion du tout, comme Coluche, avec les Restos du Cœur, qui ont fait des choses comme ça. Et donc, parler du côté positif, moi j'aime bien prendre à contre-pied, en fait, et de parler de la religion et de son côté positif, que la religion, elle a des conséquences positives aussi, qu'il y a des gens qui, grâce à la foi, ont fait des choses extraordinaires. Et je pensais que c'était une chose importante à faire. Donc en fait, vous êtes un homme libre. Exactement. Comme dirait Jean-Jacques Goldman, qu'on nous épargne, à toi et moi, pour très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Moi, je n'ai pas de camp, à part ceux peut-être du bien, j'espère, dans l'idée, mais je n'ai pas de combat vis-à-vis d'autres. Mais en revanche, j'ai la liberté de raconter ce que j'ai envie de raconter. Et effectivement, je trouvais que quand les gens me touchent, moi, Thérèse m'a touché, Bernadette m'a touché, et j'en parle. Alors, vous n'avez pas de combat, vous êtes un homme qui est en paix. Est-ce que vous avez toujours connu votre paix, ou est-ce que vous trouvez que plus vous avancez dans la vie, plus c'est facile de trouver la paix ? Ah non, la paix, elle arrive beaucoup plus tard. Après, la paix, c'est un long chemin. C'est-à-dire que la paix, c'est quand même un travail de tous les jours. Le bonheur, c'est un travail de tous les jours. Le bonheur, c'est se lever le matin et de se dire aujourd'hui, ça va être une belle journée. D'ailleurs, il y a une pub que j'ai trouvée géniale qui passait à la télé il n'y a pas longtemps, où il y a une femme qui sort de la voiture, il pleut, le temps est affreux, et elle dit « Oh, c'est une super belle journée !» Et c'est que des choses comme ça dans toute la pub, et c'est très drôle parce qu'elle prend le contre-pied de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de se lever le matin et de sourire, en fait.
quand vous n'avez pas envie de sourire, si vous ne faites pas l'effort de voir les choses positivement, si vous ne faites pas l'effort de dire aujourd'hui ça va être bien, si quand il vous arrive une galère, quelque chose de dur et que vous vous dites oh, j'ai pas de chance, etc., vous rentrez dans une spirale négative. Non, quand quelque chose de dur arrive, on se dit on se calme, qu'est-ce qui se passe? Ok, comment on va gérer la situation et comment on va faire pour passer au-dessus de ça? Il faut le voir comme une sorte de problème, entre guillemets, comme une sorte de jeu, et de se dire tiens, on m'a donné une épreuve, comment je vais passer au-dessus pour aller là où je veux aller? Et en fait, c'est vraiment cette idée-là. Et le fait d'avoir des enfants rajoute beaucoup dans cette force que j'ai de me dire qu'il faut aussi que je leur montre l'exemple. Donc, vous êtes quelqu'un aussi qui n'avait pas peur de faire des choses où vous pouvez paraître ridicule. Par exemple, envoyer un mail à Jean-Jacques Goldman en disant idée folle. À tout moment, Jean-Jacques Goldman, il pouvait se dire effectivement, l'idée est folle et je ne vais pas y répondre. Oui, il aurait pu dire ça, mais j'ai pris le risque. Après, il faut aussi risquer parce que quel est l'intérêt en fait quel est l'intérêt de passer toute ma vie? J'ai jamais voulu. C'est comme faire de la musique. En fait, j'ai toujours voulu faire de la musique et j'ai toujours voulu aller jusqu'au bout de mon rêve et qu'on me dise un jour non, 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 30 fois peut-être, mais je voulais pas. Comment dire, être frustré. Mais est-ce que dans votre vie, il n'y a pas quand même des choses que vous dites mais que vous ne faites pas? Non. Plus maintenant, parce que maintenant, j'ai souvent procrastiné. Donc procrastiner, c'est toujours remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui et dire ouais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et ça, j'ai décidé de plus le faire. J'ai décidé parce que justement, le fait d'avoir des enfants, quand vous dites à un enfant, surtout quand il est petit, il a 5 ans, je sais pas, je me rappelle, ma fille, elle avait 5 ans et il y avait La Reine des Neiges 2 qui sortait au cinéma. Ouais. Et moi, j'adore les dessins animés en plus. Et donc, ma fille de 5 ans, je lui dis samedi, on va au cinéma voir La Reine des Neiges 2. Et bien, à ma fille de 5 ans, je n'ai pas le droit de lui dire le samedi, finalement, j'ai autre chose à faire. Donc, le fait d'avoir des enfants, ça fait que maintenant, j'arrête de m'engager dans des choses que je ne peux pas tenir. Si je m'engage, je le tiens. Et je pense de toute façon que les actes sont plus importants que les paroles. Alors, on va faire un petit jeu, Grégoire. Ouais. Je vais vous poser à chaque fois 2 options. Et vous allez me dire laquelle vous choisissez. Ok. Moi plus toi ou toi plus moi? Toi plus moi, parce qu'on parle toujours de l'autre avant soi. Attention. Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte Bernadette de Lourdes? Alors, je m'attendais à cette question. En fait, j'ai pas vraiment envie de choisir en soi, parce qu'elles sont différentes. Mais pour pas faire une réponse de politicien, je vais quand même dire Sainte Bernadette de Lourdes. Même si ça te déplaît. Mais j'adore Sainte-Thérèse, donc voilà. Le Grégoire d'avant ou le Grégoire de maintenant? Toujours celui de maintenant et celui de la seconde qui vient encore après, celui vers lequel je vais. Et alors, je crois que vous avez une petite histoire avec Snoopy, que vous aimez bien Snoopy dans votre vie. Oui, alors je vais prendre ça. Parce que déjà, j'ai 2 chiens. Alors, attendez, j'ai 2 chiens. J'ai 2 labradors. J'en ai un noir qui s'appelle Star Wars. Comme Dark Vador. Il est noir comme Dark Vador. C'est mes enfants qui ont choisi les prénoms, mais je les ai quand même pas mal aidés. Et... attendez. Ah, c'est bon. Et j'en ai un autre, un marron. Alors, il est marron, mais il s'appelle quand même Snoopy. Ce qui s'est passé, alors ça c'est quand on écrit des chansons. Quand on écrit des chansons, souvent il y a des chansons comme ça qui vous traînent dans la tête et vous essayez d'attendre un déclic. Et parfois il y a des chansons qui arrivent en 2 minutes. Vous les écrivez en 2 minutes. Mais vous les écrivez en 2 minutes parce que ça fait 10 ans, 3 ans, 2 ans, quelques mois, mais en un certain temps en tout cas que vous les cherchez. Et vous cherchez cette espèce de petit déclic qui va faire qu'on va trouver comment la faire, cette chanson. Et c'est vrai que, il y a 2 ans, j'ai un ami qui m'a envoyé un dessin de Snoopy. Et dans ce dessin-là de Snoopy, en fait, ce dessin, c'est Snoopy qui est assis sur un ponton
face à un lac avec son maître, Charlie Brown. Et il y a Charlie Brown qui lui dit Snoopy, tu sais qu'un jour on va mourir? Et Snoopy lui répond oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Et donc ça m'a donné l'idée de cette chanson que j'ai écrite dans la foulée. Oui mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui mais attends, à tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre les doigts envers, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oh mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, priant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des sbires. Oh mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésiant, sans être abruti de calmant, vivre sans aide de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oh mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour rien n'est urgent, le reste est vain, consistant, qu'un jour nous allons mourir. Mais d'ici là nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre. Et en fait, alors quand j'étais jeune, quand j'avais 22, 23, 24, tout ça, j'écrivais toujours des chansons d'amour. J'écrivais toujours des chansons sur mes chagrins d'amour. C'est toujours plus facile d'écrire des chansons sur ce qui est triste. C'est toujours plus facile d'écrire des chansons sur ce qui ne va pas. C'est toujours plus facile de parler de ses malheurs. C'est compliqué de trouver des mots pour le bonheur. Et quand mon frère Nicolas a décidé de s'en aller, en fait, trop de douleur, ça tue un peu la douleur, et j'en avais marre des chansons tristes. Et je me suis rendu compte que si j'écrivais une chanson joyeuse, eh ben, tous mes amis allaient s'amuser. Et donc j'ai réfléchi à une chanson qui pouvait être joyeuse. Et je me suis dit, tiens, tous ceux qui dans les fêtes restent assis sur les fauteuils à côté, qui n'osent pas danser parce qu'il y en a qui se moquent, il faudrait peut-être qu'ils viennent et qu'ils rentrent et qu'ils dansent. Et donc sur une trottinette, j'ai écrit cette chanson. Oh toi, plus moi, plus ceux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à nuit. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que les rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. Oh toi, plus tous ceux qui sont seuls, allez, allez, venez, c'est notre jour de chance, avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois, allez, venez, reprenez avec moi, oh toi.
Laissez faire l'insouciance, je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle nous invite à entrer dans la ronde. Où toi, laissez faire l'insouciance, l'espoir, l'ardeur. Prends tout ce qu'il te faut, mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir, insoumis et heureux. Pour toi, plus tous ceux qui le veulent, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, allez, venez, laissez faire l'insouciance au toit. Plus tous ceux qui sont seuls, allez. C'est notre jour de chance, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, et bienvenue dans ma danse. Merci à tous. Profitez de votre week-end et vivez, allez au bout de vos rêves. Merci à tous.